Je dois tout d'abord vous dire que le texte que nous examinons aujourd'hui est une source de satisfaction pour les écologistes que je représente. L'écologiste que je suis est bien évidemment sensible à la lutte contre l'érosion de la biodiversité, la protection de nos écosystèmes. Et d'ailleurs, c'est le premier texte qui s'attaque à la protection de la nature depuis près de 40 ans. Je devrais peut-être même dire c'est le premier texte qui intègre réellement la question de la biodiversité. Je me réjouis que l'on puisse avoir la chance de réactualiser les principes qui structurent la politique française de conservation de la nature. Je me réjouis également que le président de la République, sur recommandation du chef du gouvernement, ait décidé de faire de la protection de la biodiversité une priorité politique en nommant une secrétaire d'État chargée de la question. L'approche consensuelle et constructive de Barbara Pompili est déjà une chance pour ce texte, quelques semaines après votre nomination, Madame la Ministre. Je souhaiterais en premier lieu évoquer la question du préjudice écologique qui a déchaîné les passions au-delà de nos murs et qui tend à prouver que nous mettons le doigt là où il faut avancer pour que les dispositions aient des impacts significatifs. L'inscription dans le Code civil d'un véritable régime de réparation écologique est une avancée que nous n'hésiterons pas à qualifier d'historique. Les députés écologistes réformistes que je représente proposent de façon conjointe, sur un amendement de Madame la rapporteure, une procédure civile de réparation dont l'action est ouverte de façon étendue, dont la réparation se ferait prioritairement en nature, avec un délai de prescription de 30 ans à compter du jour où le titulaire de l'action a pris connaissance de la manifestation du dommage environnemental. L'écriture qui est proposée nous paraît équilibrée. Elle reflète les besoins exprimés par la pratique du droit. À l'occasion de la concertation mise en place pour décider du sort de cet article, toutes les forces vives ont été écoutées et il est important de le rappeler. Je remercie Madame la rapporteure, le président Chanteguet et Madame la ministre pour la qualité d'écoute dont ils ont fait preuve et qui ont démontré que par une démarche constructive, nous pouvions aller de l'avant. À nous de le traduire lors du vote dans cet hémicycle. Je voudrais m'arrêter sur une disposition qui me paraît fondamentale, qui a été introduite par ma collègue sénatrice Aline Archimbaud et qui a nourri de longs débats en commission. Nous allons étudier, lors de l'article 27A, comment étendre une fiscalité sur l'huile de palme qui est présente dans nos produits. L'huile de palme bénéficie actuellement d'un avantage fiscal inexplicable. C'est une véritable niche fiscale, alors même que cette production n'est pas présente sur le territoire français. Une niche fiscale dont ne bénéficie pas, et je tiens à le dire, par exemple, l'huile d'olive. Aucun modèle sérieux de production durable de cette huile ne semble voir le jour. Je vous exhorte donc tous à voter la disposition qui met en place cette fiscalité sur l'huile de palme. Néanmoins, le taux de taxation qui avait été décidé au Sénat nous semble idéaliste, idéologique, et aurait mis la France en contradiction avec certains engagements internationaux. Il convient donc d'adopter une approche réaliste, telle que celle qui a émergé lors des travaux de la Commission, et de voter le taux fixe de 90 € la tonne. Je vous exhorte également à pousser la réflexion sur l'extension d'un tel dispositif en ce qui concerne l'huile de palme présente dans les biocarburants. Ce texte, ça est aussi l'occasion pour les écologistes du Sénat et de l'Assemblée de réaffirmer qu'un désastre écologique et sanitaire se joue en ce moment même dans les champs en France et dans le monde dont les responsables sont les néonicotinoïdes. Ces pesticides engendrent un déclin extrêmement préoccupant des populations d'abeilles et plus largement des pollinisateurs. Ils contaminent les eaux de nos rivières, s'inscrivent dans la spirale infernale par laquelle l'industrie agrochimique se rend indispensable. On utilise des produits de plus en plus toxiques qui engendrent des parasites eux-mêmes de plus en plus résistants aux pesticides, qui nécessitent eux-mêmes des produits encore plus toxiques et toujours plus destructeurs pour les écosystèmes. J'entends des arguments contre l'interdiction que nous pouvons décider aujourd'hui. Pour le groupe écologiste réformiste que je représente, pour la sauvegarde de la biodiversité avant tout sur notre territoire et pour le signal que nous devons envoyer, il n'y a aucun autre équilibre souhaitable que l'interdiction pure et simple des néonicotinoïdes. Cette interdiction pourrait être un signal extrêmement fort. Si notre ambition est bien de reconquérir la biodiversité, alors nous devons reconquérir nos eaux, nos sols et notre indépendance. Le groupe écologiste appelle au maintien de l'interdiction totale de ces pesticides. Je voudrais aussi revenir sur un point. La biodiversité, c'est cet équilibre qui s'est noué depuis des millénaires, un équilibre entre tous les êtres vivants.
y compris l'homme. Ainsi, les collines de Provence sont équilibrées par la présence modérée de l'homme. Cette présence assure, par l'action des cultivateurs, des forestiers, des bergers, mais aussi des chasseurs qui, eux, pour ceux qui respectent les équilibres, assurent une biodiversité unique et qui est ancrée depuis des millénaires. Il ne s'agit donc pas de nier ce qui est scientifique pour rentrer dans l'idéologie. Sachons aussi raison garder. Merci. En l'état, le groupe écologiste réformiste perçoit le texte très positivement et nous le voterons sur les bases des progrès que j'ai exprimés. Merci.